les ai lus pour moi, sans prendre de notes. Mais donc là, j'ai pris quelques minutes au début d'après-midi pour revoir un peu ça. Alors, oui, j'ai... Ah, mais me vole pas mes notes. Ah, il y a des notes à l'intérieur quand même, des vraies. Alors, je vais vous parler de 3 livres. Ça a été très bien. Vous me donnez la... Je crois que ça va. Peut-être attendre un peu encore. Bon, on va continuer, on va être interrompu encore avec les notes, mais c'est pas bien grave. Donc j'ai 3 livres à parler, j'ai quelques mots à dire sur ces livres. Donc le premier c'est OVNI, les oubliés de la science. De Robert Roussel. De Robert Roussel, oui, exact. Journaliste connu. Avec une préface de Patrick Baudry. Non, je suis bien là. Ensuite, alors un livre, ça c'est un livre dont j'ai entendu parler par de bouche-oreille sur internet, donc j'ai décidé de l'acheter, ça me paraissait intéressant. Ça c'est un livre avec Guy l'auteur, nous sommes allés, et peut-être qu'il y a d'autres personnes, Thierry, nos voisins, Thierry y était, Jean-Claude aussi. de Sylvain Matisse qui est un ufologue bien connu. Monceau-les-Mines. Voilà, du centre de la France, Monceau-les-Mines, qui a fait un livre qui s'appelle OVNI, Enquête, méthode et réflexion. Donc nous sommes allés à la dédicace de ce bouquin, je l'ai acheté, il m'a fait une très belle dédicace, très sympathique. Le bonhomme est sympathique et il a fait ce bouquin dont je vais vous parler. Malheureusement, je ne vais pas vous en dire beaucoup de bien, je suis désolé pour lui. Et puis, troisième livre, ce serait dont aussi j'ai entendu parler par les bouches-oreilles, et c'est aussi un intérêt personnel, c'est Vimana, par Fabrice Bianchin, qui est un ufologue moins connu, Pas connu du tout. pas connu du tout. Bon, en tout cas, je ne le connaissais pas. Et donc, c'est la première fois que je trouve des éléments sur les Vimana. Les Vimana, on en a tous entendu parler. C'est ces objets, ces engins volants, soi-disant ces engins volants de l'Inde ancienne, qui étaient utilisés par les dieux pour se déplacer et faire la guerre. Alors donc, c'est le premier livre dont je vais parler rapidement. C'est très controversé, ce sujet. Il y a des gens qui disent que les Vimana, ce ne sont que des légendes. À partir de là, la discussion s'arrête. Et il y en a d'autres qui disent non, il faut prendre ça plutôt au premier degré et considérer que ces Vimana peuvent avoir été des objets volants, des ovnis. Et à ce moment-là, on traduit les légendes anciennes de l'Inde comme étant en rapport avec une d'anciennes civilisations technologiques qui ont existé sur Terre, qui ont combattu, qui se sont autodétruits par la guerre nucléaire. Et voilà, et l'Inde actuelle, pas que l'Inde actuelle d'ailleurs, le monde actuel est ressorti des cendres de ces guerres depuis plusieurs millénaires. C'est un petit peu la théorie des anciens astronautes aussi. Et c'est quelque chose dont on a entendu parler depuis assez longtemps. Moi, je connaissais que le mot Vimana. J'avais un peu partout, on voit des références. Et dans ce livre, donc, il y a vraiment pas mal d'éléments. Alors, c'est fait à partir de l'analyse d'un livre sacré indien qui s'appelle le Mahabharata. Pour nous occidentaux, il y a deux façons d'accéder à ce texte. Il y a une version courte romancée, et semble-t-il l'auteur a surtout utilisé cette version courte romancée, et aussi la version longue. Alors c'est 500 ouvrages, le Mahabharata c'est absolument monstrueux, c'est une bibliothèque entière. Je ne vois pas comment même une personne peut se prétendre spécialiste du Mahabharata. Oui, Anthony. Après que Fabrice Bianca nous avait dit que le Mahabharata c'est 13 fois la Bible. Oui, au moins. Mais j'ai lu ensuite d'autres documents qui c'est encore beaucoup plus gros ça. Et il y en a plusieurs versions. Et d'ailleurs ça permet aux spécialistes de s'engueuler gentiment en disant là t'as mal orthographié le nom du roi, là c'est normal que le roi ait fait appel à son frère, à ce monsieur parce que c'est son frère, et l'autre dit mais non, c'est pas si normal que ça. On peut débattre à l'infini. Donc c'est vraiment fondé sur le Mahabharata, il reprend la légende et il la développe. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait beaucoup de comparaisons avec la Bible.
et avec les légendes mésopotamiennes, les légendes assyriennes, sumériennes, pardon. Et voilà, je pense que ça vaut le coup d'être lu. Bon, on peut avoir bien sûr des préjugés contre. Enfin, si on a l'esprit ouvert, je pense que ça vaut le coup de lire. Et il y a vraiment beaucoup de choses dans ce bouquin. Là, tu as dit un truc intéressant. Tu parlais de guerre nucléaire à une époque pas si lointaine que ça, puisqu'elle a pu être transcrite et mémorisée jusqu'à nous. Donc quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années. Au maximum. Mais pas des millions d'années. S'il y a eu des déflagrations nucléaires de quelques milliers ou dizaines de milliers d'années, il y a des traces. Il y aurait des traces d'ailleurs. Alors on doit les retrouver. Alors, par exemple, il y a deux civilisations antiques en Inde. Enfin, il y a la civilisation de l'Indus, avec un site très connu qui s'appelle Mohenjo-Daro. Voilà, c'est un peu dur à sortir. On a trouvé effectivement des traces très suspectes à Mohenjo-Daro, des squelettes dans les rues, comme s'il y avait vraiment une catastrophe soudaine, les gens jonchés par terre, sans qu'on sache pourquoi. Alors, légende, si, légende, je dis légende parce que c'est du seconde main, certains squelettes seraient radioactifs. Maintenant, j'en sais pas, je n'ai pas fait les études. Non, mais il y a donc ça, et puis il n'y a pas que ça, il y a des sols il y a des sols vitrifiés d'une manière particulière. Oui. Il y a des sols vitrifiés en Inde, il y aurait des régions radioactives. Le gouvernement indien interdirait toute étude complémentaire. C'est ce que j'ai entendu dire. Maintenant, j'en sais pas plus. Et donc, ça aurait eu lieu en Inde. En Inde, oui. Mais cette guerre nucléaire n'aurait pas eu lieu qu'en Inde. Si tu lis d'autres auteurs comme Zakaria Sitchin ou d'autres auteurs encore, dont j'ai oublié le nom, guerre nucléaire aurait également eu lieu au Proche-Orient. Oui, c'est ça. La Babylone aurait été enfin pas Babylone en non, mais il y a même des traces dans le Sinaï. Voilà, exactement. Ok. Comment? Oui. Il n'y a jamais eu de... Si. Est-ce que j'ai eu? Moi, je... Et alors aussi un point pour la radioactivité en Inde, ça ne sera pas ça. Non. Il faut savoir quand même en Inde, c'est l'un des pays en superficie où il y a le plus de radioactivité naturelle et les plus grosses mines d'uranium à ciel ouvert. Oui, mais pas dans cette région du tout. C'est dans le sud de l'Inde, où effectivement il y a des mines de thorium et d'uranium. Pas du tout dans le nord qui est sédimentaire. Ça, c'est, non, mais quand je parlais de traces, je parle de... Parce que Mohenjo-Daro, c'est la vallée de l'Indus, c'est du sédimentaire, c'est pas du... Et c'est même plus pas en du Inde, granit. c'est au Pakistan depuis 1947. C'est au Pakistan, oui, je dis Et l'Inde, les c'est le Pakistan. Pakistanais interdisent les fouilles. Oui, je sais, oui. C'est ce que je disais, mais bon, je ne veux pas rentrer dans le... Je connais l'histoire mieux que ça parce que j'ai étudié ça dans ma jeunesse. Mais Bah, enfin, vas-y, c'est partie de l'Inde avant le Pakistan, c'est Ouais, enfin, c'est l'Inde géographique et effectivement, politiquement maintenant, c'est le continent indien comme ça. Oui, c'est le continent indien. Mais la civilisation de l'Indus, c'est pas seulement dans la région de l'Indus. Non, c'est dans le nord aussi. C'est dans la région de ce qu'on appelle le Pendjab maintenant. Et puis même jusque vers Delhi et Non, par mais là. quand on parle d'explosion nucléaire, il y a des réactions au niveau des silices et des choses comme ça qui sont vitrifiées, qui ne se retrouvent pas dans d'autres conditions. C'est pas simplement, on va dire, de la radiation, c'est qu'il y a là, je dirais, une métamorphose du sol. Les Français ont fait... Volcanisme fait la même. Non, du tout, c'est tout. Les Français ont fait des explosions dans le Sahara, quelques explosions à ciel ouvert. Ça a bien vitrifié. J'y suis allé, l'Algérie, j'ai vécu plusieurs années. J'ai pas mal papahuté dans le désert. Et vers Adrar, la région de Adrar, donc dans le centre-ouest du Sahara, il y a eu des explosions. Et à l'époque, on ne savait pas, mais en fait, il y a beaucoup de radiation qui s'est échappée. Je me disais aussi. Mais les anges ne brillent pas dans le noir. Alors, il ne faut pas croire que c'est une patinoire, hein, mais on voit le sol vitrifié. Sous forme d'étoiles. Mais le sol vitrifié peut être vitrifié aussi par des météorites, éventuellement. Dans le sol de Libye, on pense qu'il y a une immense zone de sol vitrifié. Il y a aussi une hypothèse que ça serait des comètes ou c'est difficile à dire. En fait, l'histoire qui remonte l'histoire de l'art.
n'entend absolument rien. Oui, on n'entend pas, c'est tellement de bruit. Ouais, bah, il y a tellement de bruit. Ici, quand, je ne sais pas si vous avez écouté le son de la dernière vidéo, là, c'est... D'accord. C'est un bruit. Donc sur ce bouquin, sur les Vimana, vas-y. Oui, mais je voulais ajouter quelque chose, c'est à partir des livres de Radio Cinéma, voilà, sur la Roumanie, mais plusieurs des livres, en particulier dans le deuxième, qui en France sera probablement le troisième, il y a une partie traite de l'Inde, une rencontre avec une déesse, qui traite de l'histoire de Rama et Sita, qui se serait passé non pas en Inde, c'est-à-dire le kidnapping de Sita aurait été en Roumanie. Et le livre fait état d'une guerre qui pourrait être nucléaire en Roumanie, avec effectivement utilisation d'aéronefs. C'est mentionné dans... Alors ça va être dans le livre qui, je pense, sera publié en troisième. Alors, il y a des gens qui ont fait des études comparatives entre les légendes perses et indiennes. D'ailleurs, elles se ressemblent beaucoup parce que les deux peuples sont voisins et d'origine proche. Ensuite, avec les légendes grecques, et certains des peuples, des gens et des peuples nommés dans les légendes grecques ressemblent beaucoup à des gens nommés dans d'autres régions du monde. Donc en fait, on ne sait pas exactement où tout ça est localisé. Si on prend cette histoire, je ne dirais pas comme argent comptant, mais comme ayant un fond de vérité, c'est ce que je voulais dire, ce fond de vérité, il n'est peut-être pas forcément dans le continent indien, il est peut-être fait partie... C'est pour ça la question, est-ce que ça s'est passé vraiment en Inde? Ah, moi je ne sais pas. Bah, en fait, c'est assez amusant parce que pendant très longtemps, on a fait que les peuples restaient hormis en temps de guerre. Il s'avère que tous les peuples restaient depuis très longtemps par voie de mer, par voie de terre. Oui, alors ça, on en parlait. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a eu des guerres de territoire. On parle des Sumériens, on parle des Babyloniens qui ont pris la suite, etc. Également des liens avec les Scythes, avec les peuples indo-européens. Et le fait est qu'ils remettent les inventeurs il y avait donc des échanges de la licorne, mais aussi des guerres de territoire, parce que c'est vrai. Et c'est vrai que la femme, dans tous ces peuples-là, la légende de la femme de Sita, en compagnie des personnes qui c'est des On retrouve même ça tout récemment avec les Romains. mais c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est des Carnavaal. voilà, et c'est du scientifique. Non, mais là, il s'agissait pas de rançon, il s'agissait de procréation, il s'agissait de quoi? Parce que quand on parle de butin, on parle d'échange de possession. En fait, ça n'a qu'à changer même au Moyen-Âge. Si on met une femme de noblesse, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que c'est... En plus, je pense que la majorité des peuples, que ce soit en Inde ou pas, c'était les nomades. Voilà, même si c'était des territoires suisses, plutôt pas dans l'Inde, en Angleterre, parce que c'était leur religion. Ces gens-là gèrent en fonction des saisons. Le territoire était très peu peuplé autrefois. Quand les Anglais sont arrivés en Inde, il y avait 100 millions d'hindous. Là où il y en a actuel, il y en a 1 milliard et 300 millions, je ne sais pas exactement. Et La ville, surtout la totalité. Et beaucoup plus tôt, alors c'est des estimations bien sûr, à l'époque romaine, il y avait peut-être que 10 millions d'hindous, 100 millions de Chinois, 100 millions d'Européens au total. Le monde était beaucoup plus large et beaucoup plus... Plus étendu, mais pas Vous pouvez voyager des jours sans rencontrer personne. Quoi. voilà. Je vais terminer sur les Vimana en donnant rapidement 3 commentaires que j'ai vus dans Amazon, que j'ai imprimé tout à l'heure. Alors, il y en a un, c'est 5 étoiles, ouvrage à mettre entre toutes les mains, ouvrage passionnant décrivant la guerre des dieux avec appui d'armes dont nous commençons à peine à comprendre le niveau de technologie. L'auteur, en plus de ses recherches tirées du Mahabharata, pousse plus loin l'analyse en allant chercher des détails sur d'autres textes sacrés. C'est ce que je vous ai dit. Passionnant, fluide, je ne peux que le conseiller et attendre son prochain ouvrage. Oui, moi je le conseille ce bouquin. Alors un autre qui a mis 4 étoiles. Ce livre devrait exister un jour car son sujet est très instructif, incontournable. Donc
textes de l'Inde ancienne décrivent clairement des vaisseaux volants qui étaient des véhicules des dieux qui possédaient des armes fabuleuses, etc. etc. Et un dernier qui a mis une étoile et dont le titre c'est « Incroyable travail de falsification à l'adresse d'un public familier avec la littérature indienne ». Alors là, il y a tout derrière, toute une... cette personne qui s'appelle, attends je termine, qui s'appelle Sifo-Dyas, c'est un surnom. Donc explique que Fabrice Bianchin a bâclé son travail, a rien compris et a travaillé uniquement avec la version abrégée. Derrière, le Fabrice Bianchin répond. Bon, je voulais simplement dire qu'il y a vraiment deux opinions, des opinions très différentes. Et je pense que l'opinion avec une étoile, incroyable travail de falsification à l'adresse d'un public, c'est probablement l'opinion des historiens classiques, parce que je vois pas les scientifiques ordinaires être d'accord avec ce genre de thèse, au moins publiquement. Sommet d'humeur des gens de bâtiments modernes. Mais au mois de mai, juin, je me suis interdit à 3 ans en juin, et avant de faire un sur l'épisode, entre le présent il y a des présences qui surveillent ces investissements en Amérique, c'est en Afghanistan, les Américains, voilà, a redécouvert dans une caverne, un Vimana ancien, mais 5 GI ont disparu dans la caverne et ne sont pas réapparus. 5 GI en récupérant un vrai Vimana. Et quelles sont tes sources? Tes références, tes sources? Sur Google, sur... Ah oui, d'accord. Donc la plausibilité de la chose déjà atténuée. Qu'est-ce qui a disparu? C'est les Américains ou les Manas? Les 5 GI. Mais puisque le Mana était présent, donc il est resté. Là, les Américains ont récupéré. Les Américains, oui. Non, le même pas faire de photos. J'ai un autre livre à parler. Alors là, on va passer d'un livre que j'ai apprécié à un livre que je n'ai pas apprécié. C'est un livre de Sylvain Matisse, OVNI, Enquête, Méthode, Réflexion. C'est un gros pavé, une présentation assez sobre. Donc Sylvain Matisse, on l'avait rencontré à Paris dans un café où il dédicaçait le bouquin. C'est d'ailleurs là que je l'ai acheté. Il me l'a dédicacé gentiment. Et je ne vais pas être très gentil avec lui, je suis désolé. J'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre, mais je m'étais promis d'aller jusqu'au bout. J'avais vaguement l'idée de lui écrire et de lui dire ce que j'en pensais, puis assez lâchement, je ne l'ai pas fait. Un très mauvais bouquin à ne pas acheter. Un énorme travail, forcément, pour lire tout ça. Le livre est très mal écrit, en général, bourré de fautes d'orthographe comme c'est pas possible, bourré de fautes de français comme c'est affreux, 10 fautes, facilement 10 fautes d'orthographe énormes par page dans certains chapitres, du charabia. En fait, c'est comme quand vous parleriez un enregistreur et vous parlez d'une conversation vraiment orale, quoi. Et ça ne peut pas être transmis tel quel dans un livre. Les choses doivent être construites, expliquées. Je veux dire que malheureusement, c'est le fait qu'un certain nombre d'éditeurs sur Internet, je le vois avec Septicovni, la collection de Septicovni, où malheureusement ce n'est pas relu, il n'y a pas de correcteur, il n'y a rien. Quoi. Oui. Donc c'est comme ça, quoi. Et c'est balancé comme ça, et hop. Je sais que normalement, pour ceux qui veulent le bien, c'est de participer. Il vaut mieux si un jour on envoie et on parle comme ça avec du nom, je pense qu'il accepterait quand même pour améliorer. C'est vrai que. Alors il a aussi un gros site internet où parce qu'en fait il est passionné par les OVNI. Voilà, donc pour les objets aquatiques non identifiés. Le titre est légèrement trompeur parce qu'il met OVNI. En fait, c'est plutôt OVNI. Effectivement, il parle d'OVNI là-dedans. Moi, je ne connaissais pas les OVNI, donc c'est le point positif de ce bouquin. Oui, c'est 50 pages. C'est 50 pages, voilà.
C'est vrai que le bouquin aurait pu faire 50 pages. Ouais, peut-être 100 pages en emballant. On aurait peut-être vu effectivement, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est passé. Oui, oui, tout à fait. En fait, il a pas fait ça vraiment, ce dont j'avais discuté avec lui. C'est pas vraiment le fait de vouloir éduquer. C'est les réflexions qu'il avait sur le sport. C'est déjà ses propres réflexions. C'est ce qu'il voyait sur les et sa façon de témoigner. Ouais, mais il s'engage pas. Il s'engage pas. Ses réflexions, c'est pas un livre de passion non plus. C'est pas quel... Il n'a pas su donner. Enfin, tu sais, c'est difficile quand t'es pas écrivain. Oui, mais je veux pas y jeter la pierre. Hein. Mais Moi, je suis obligé d'être objectif, de dire ce que j'ai lu. Mais est-ce qu'il a quelque chose à dire? C'est quand même quelqu'un de très intellectuel, il est passionné. Et c'est. Parce que moi, je connais le bonheur, je connais les mains, je connais. C'est des gens très simples. En fait, il a écrit comme il rappelait. Ouais. Voilà, sa dernière avis. Alors, comme c'est des problèmes des éditeurs maintenant, moi, je trouve qu'il ne réussit pas. Oui, je vais vous donner N'importe qui peut faire un livre avec Internet. Je vais vous donner un exemple catastrophique. Gérard Lebin a écrit Les ovnis au Maroc. Il m'a donné sa maquette, je lui ai corrigé entièrement. À l'impression, quand ça s'est paru, c'est la version non corrigée qui est parue. Ah. Voilà. Ouais, non, c'est ça, c'est J'ai passé 2 week-ends à le corriger pour rien. C'est vrai que ça dessert énormément les gens de l'écrire parce que ce ne sont pas forcément tout ça. Non mais par exemple, le bouquin de Gérard Lebas, il y a des extraits du catalogue de Clyde Phillips, c'est des copier-coller d'Internet. Tu vois, c'est juste une ligne avec marqué une date, enfin le lieu, la date, le nom du témoin et puis une ligne sur le cas. Tu vois, c'est vraiment une base de données. Tu vois. Alors tu as des textes très longs, et puis d'un coup tu as 3 cas qui sont résumés aux extraits du catalogue de Clyde Phillips. Moi je l'avais fait parce que j'étais allé chercher des infos, j'avais développé les cas. Avoir un peu les boules, de faire le travail et puis... Je t'ai dit, j'ai passé 2 fois 4 jours à le faire, 8 jours. Pour terminer, c'est un livre quand même complet. Sylvain Matisse essaye d'être objectif, c'est-à-dire qu'il essaye toujours de présenter une hypothèse, et une hypothèse sceptique, mais je trouve qu'il est un peu maladroit là-dedans parce que, par exemple, il donne beaucoup trop, à chaque fois qu'il y a une observation ou quelque chose, il dit ça pourrait être les militaires, mais en fait sans preuve. Donc c'est pas une grande réussite. Alors, il est en train d'en préparer un deuxième. Oui, moi je pense qu'il devrait plutôt dire ce qu'il pense, réellement. Oui, il faut l'aider, il faut déjà lui réécrire un peu ses textes parce que c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est de l'oral quoi. L'oral, il faut le porter à l'écrit. Comme il ressentait. Oui, d'accord, mais bon, ça peut être... Tu sais, quand t'es pas écrivain, Oui. voilà. C'est pour ça qu'il faut des correcteurs dans les maisons d'édition. Disons qu'il faudrait surtout le respecter. Bon, le troisième, il est entre les deux pour moi, à mon avis. C'est plutôt un livre c'est pas un livre que je conseillerais à quelqu'un qui ne connaît rien au sujet des ovnis. C'est un livre pour des ufologues. C'est pas pour découvrir le sujet, c'est pour quelqu'un qui le connaît bien. Donc le titre c'est OVNI, les oubliés de la science, par Robert Roussel, qui est donc un journaliste d'un grand reporter comme on dit. Oui, un grand reporter. Et surtout ça a été un pilier du GEPA. Voilà, à une certaine époque. Donc apparemment il en est pas mal revenu de son enthousiasme, comme un certain nombre. En fait il se pose la question pourquoi la science n'étudie pas les ovnis. Le titre est très explicite, les ovnis, les oubliés de la science. Il donne une réponse. Comment bâtir ce bouquin? Ce sont que des interviews, c'est ça l'intérêt du livre. C'est que des interviews. Alors les gens qui sont interviewés, je pense qu'il y a une table des matières, Voilà. Donc les gens interviewés, ça sera François Louange, du rapport sur Roc à l'audit CEPRA, Yves Sillard, Jacques Patnais, Yvon Blanc, Xavier Passot, que nous avons reçu ici, Claude Poher, bien connu, Alain Ferle, etc. Tous les gens du GEPAN, quoi. GEPAN, voilà. Tous les gens du GEPAN dans ses différentes incarnations. La commission CIPA. Comme c'est bien. J'arrive des fois à faire des... c'est bien. Je vais essayer de le Cometa,
un pilote interprète la science, alors ça je crois que c'est Grelet. Grelet ou c'est Lubbock? Je sais plus. 137. Non, c'est Fartek. Le pilote qui s'appelle Fartek et effectivement c'est une observation intéressante. Oui, je le connais pas. La zététique. Alors ensuite, bon, puisqu'on parle des ovnis et oubliés de la science, bah, il a été voir les zététiciens. Il a été voir déjà quelqu'un comme Alain Sirou, qui est donc le bien connu de Ciel et Espace. Pierre Lagrange, que je ne connaissais pas, mais donc, je crois qu'il est assez connu aussi. Bah oui, on le connaît bien, oui. Et voilà, ce ne sont que des interviews. Donc, pourquoi la science s'intéresse pas aux ovnis? Bah, parce que c'est des phénomènes ponctuels, non reproductibles, impossible de les modéliser, de les mettre dans le laboratoire, de refaire des expériences dessus. Et puis évidemment, mais ça les scientifiques ont plus de difficultés à dire, mais certains l'avouent, c'est pas bon pour la carrière, très mauvais. Parce qu'il y a quand même l'idéologie et les positionnements idéologiques, c'est très important dans la science comme dans toutes les sociétés, les micro-sociétés. En gros, les scientifiques sont presque tous des matérialistes et ils sont hostiles à tout ce qui est irrationnel, entre guillemets. Voilà. Presque tous. Donc, les soucoupes volantes, ça passe très mal. D'ailleurs, chez moi, je suis un petit peu considéré comme, dans ma famille, comme le fou du... irradié. Je ne peux pas vous en parler beaucoup plus en détail. Je crois que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu, parce qu'il y a vraiment ces interviews par tous ces gens quand même, qui sont importants dans l'ufologie. Ça peut apporter. Malheureusement, j'ai l'impression, après l'avoir lu, que j'ai beaucoup oublié. Donc, parce que c'est pas de la thèse, vraiment la thèse importante, bah, c'est effectivement les ovnis n'intéressent pas la science, et pour des raisons bien simples. Quelqu'un a déjà lu l'autre lu? Non. Non, mais quand tu dis que c'est pour des raisons bien simples, c'est déjà faire un pas constructif. Parce que les gens, quand ils n'ont pas de réponse, ils l'inventent. Et on parle de conspirationnisme, on parle de tout un tas de choses. Oh, bah, il y a une autocensure qui vient de la culture, qui vient d'un certain nombre de choses qui sont simplement expliquées. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à inventer des choses encore pires, comme les conspirations mondiales. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que ça explique effectivement beaucoup de choses, mais je pense qu'en plus, parce que les scientifiques, dans ce bouquin, un autre défaut, toi, en parlant, ça me fait revenir les souvenirs de lecture. Ce type, pour moi, prend beaucoup trop au sérieux. Par exemple, Patrick Baudry, pour lui, c'est une référence. Tel scientifique, c'est une référence. Mais pour moi, tous ces gens-là, c'est des petits. C'est des petits en termes de quoi? En termes de pouvoir. En termes de... C'est des exécutants. Oui, mais le pouvoir n'a rien à voir là-dedans. Scientifique. On parle de complot. Le complot ne peut pas être à ce niveau-là. Ah oui, non, ben non, je suis C'est d'accord. pas des complots, en fait. Lui, il parle de complot. Et je suis renchéri en disant il y a peut-être complot. Non, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas complot. Au contraire, il n'y a pas complot. Il y a simplement de l'autocensure pour des raisons simplement expliquées. Oui, mais moi je pense qu'au-delà, il y a quand même complot. Enfin, c'est mon opinion personnelle, attention. Je pense qu'il y a des choses au sujet, puisque je crois la réalité du phénomène OVNI. Donc, à partir de ça, c'est... Et donc, je pense qu'il y a plus de choses qui sont connues que l'on vient de nous dire. En cette partie-là, il y a complot contre la divulgation. Alors, oui, je ne dirais pas que c'est un complot. Parce que ça, c'est le mot facile de croire, justement, ne nous pas. Bah, c'est le mot qu'on te jette à la tête. Complot, théorie du complot. Je n'appellerais pas ça au niveau de l'État, c'est pas réellement ce qu'on peut appeler une théorie du complot. C'est plutôt le fait que s'il y a des éléments probants qu'on connaisse, qui peuvent à la limite même mettre la sécurité du territoire en danger, oui, ou éventuellement, si en admettant qu'il y ait eu effectivement des traces, des objets de récupérer, utilisés, on va parler de pour fabriquer justement des prototypes. Il est évident qu'on ne va pas montrer ces prototypes, et surtout c'est une optique. Voilà. Une optique. Il y a ça aussi. C'est une optique. Et c'est aussi une manière de... C'est pas réellement un complot, mais... Nous, on dit que c'est des complots parce qu'on aimerait bien connaître la vérité. Mais
Et Mais c'est aussi ce qu'on te jette à la tête quand tu dis il y a des choses qui sont connues et qui sont cachées. La théorie du complot, espèce de pas de soigner, espèce de fou. C'est ça. Parce que quand tu prends, par exemple, aujourd'hui une enquête sur le terrorisme, on ne va pas tout te raconter à la télé. C'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien de tout le monde. Mais alors il y a complot, puisqu'ils se gardent des choses. Ben voilà, d'accord. On pourrait dire dans les mêmes termes que c'est un cadeau. Or, ce n'est pas vrai. C'est simplement de la censure pour éviter que. c'est même pas de la censure. Que les En fait, infos. à partir du moment où ça concerne la sécurité du Voilà, territoire, voilà. et surtout si on est à la pêche, comme Voilà, mais je pense que c'est le même cas. C'est qu'effectivement, il y a des choses qu'il vaut mieux pas dire. il y a ça, et je Et pense on aussi appelle ça complot. Il y a des choses qui ne vont pas sortir maintenant, exactement. Bah, ça sortira peut-être plus tard. jamais. C'est ça que Je pense qu'ils ont peut-être un peu peur aussi. Moi, je sais pas, en fait, j'ai dit que je crois à l'arrêté du phénomène, mais je ne sais pas ce que c'est le phénomène. Personne ne sait. Et on n'a jamais pensé à tout, c'est peut-être que eux non plus ne le savent pas. C'est ce que disent certaines personnes. Les responsables ne savent pas et donc préfèrent se taire pour pas avoir l'air ridicule. Oui, mais d'ailleurs, les responsables ont cela l'ordre de mentir à les convictions. Oui. Il y a beaucoup de témoignages quand même. C'est vraiment américains Machiavel disait déjà à son pour dire époque qu'il y a quand même que des la politique, consignes c'est qui sont données de ne pas parler. Il y a des règlements. Si vous parlez, Ils n'existent plus. Ils sont plus d'actualité. des règlements aux Ah, États-Unis. non, ils n'existent plus. De quoi Jeanne App 157, il a été abrogé. Il y en a un autre. Tu parles. Je crois que les mecs, ils parlent pas pendant quand même même dans les années 50, tu avais déjà, on le voit dans les vidéos qu'on trouve, des vidéos anciennes de l'INA par exemple, ou des sociétés qui ont mis en ligne des choses. Tu vois déjà, tu vois avec Egon Kragel, il nous a montré des militaires français qui parlaient dès les années 50 de ce qu'ils avaient vu. Ah ouais, il n'y avait pas de complot, il n'y avait pas de blackout, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de blackout, mais il y avait moins d'informations dans la presse. À l'époque, dans les années 50, le sujet vient oui, mais d'apparaître. enfin, d'un On en autre parlait. côté, si on sort ça maintenant, le peuple aura peur. Si on dit maintenant, il y a des extraterrestres sur Terre ou qui vont arriver, le peuple n'est pas prêt à l'accepter. Il faut le préparer. Mais ça se dit depuis les années 50 aussi. Moi personnellement, je sais qu'il faut quand même que je continue à payer mes impôts, qu'il y ait des extraterrestres ou pas. Voilà, ouais. Non mais je crois que c'est ça. Aujourd'hui, la réalité rattrape un peu les rêves. C'est-à-dire que les gens ont autre chose à foutre. Clairement. Mais par ailleurs, la recherche d'exoplanètes et de planètes Ça débloque un peu. dans lequel la vie serait acceptable et pourrait donc se développer, c'est quand même quelque part la partie scientifique de la recherche des extraterrestres. Oui. Bravo. C'est même la seule qui soit officielle. Ah oui, mais par moment, ça... Oui, parce ça que frisote, les sphères de Dyson, par exemple, ouais. c'est un peu entre la science-fiction et... Ça frisote des fois voilà, les civilisations avancées. En fait, c'est étonnant, quand on sait que même nos civilisations, qu'on appelle nous, scientifiques guidiennes, on a du mal à trouver des traces. On sait très bien que les premières civilisations ne sont pas nées il y a 7 ans. Disons que moi j'ai mis sur ma page Facebook une animation qui est très très belle sur si l'homme disparaissait, en combien de temps notre civilisation disparaîtrait sans trace. C'est 25 000 ans. 25 000 ans, c'est rien du tout, quoi. À l'échelle du temps, ce n'est rien. Non, et tu crois qu'il n'y aura plus la moindre trace? Non, il n'y a plus la moindre trace. Le bitume, il met qu'un siècle pour disparaître, même pas. C'est ce qu'on disait tout 600 à 000 l'heure, ans, par exemple, les bouteilles en verre. même pas. Il tombe du béton dans le toit en un siècle. Même pas. Vous savez qu'il y a eu des coulés dans les années 30, dans les années 50, c'est terminé. Il y a des tonnes de civilisations. Le titane Et et le verre en plus, on a sont quasiment éternels. Oui, mais sauf que quand ils sont cassés, ils sont roulés dans l'eau, ils deviennent des Ah oui, l'érosion va les envoyer dans la mer. Il n'y a que ceux qui... Alors le plastique pourrait quand même se sédimenter dans des marais, des choses comme ça. on pourrait trouver des traces, mais il va se détruire. Et on dira, mais attendez, les scientifiques de l'époque diront, mais qu'est-ce que vous racontez des conneries aussi bien que les gens n'ont pas eu. D'ailleurs, il te dit Des marteaux, des trucs comme ça, de la carbonifère, des objets, des choses qui sont qui sont bizarres. Et
La machine publicitaire, on sait pas ce que c'est, c'est quand même une bonne utilisation. Alors elle était de mieux en mieux étudiée par d'abord c'est compliqué, c'est l'astronomie. Ça y est, C'est ils pas n'importe l'ont qui. constitué. On s'y peut. Mais il y a une quinzaine d'années, on croyait déjà avoir tout compris. Et depuis, on a enfin travaillé. Ça permet de prédire les éclipses. Les éclipses de lune, du soleil. La position des étoiles, En fait, ces gens étaient beaucoup plus avancés que. ils faisaient du décolletage, enfin, ce qu'on appelle, de l'ordre de C'est quand même énorme. Ça veut dire que si tu remontes à 1000 ans, 10 000 ans BP, tu calcules si on retrouve des civilisations anciennes, ça peut aller jusqu'à 21 années. Ça va. Déjà analysé, les pertes au niveau des données. C'est vrai. Tout à fait vrai. On retrouve des trucs parce qu'il y a des Mais tout se déliterait, de toute façon. Par exemple, il n'y a rien qui résiste, hein, le béton ne résiste pas, le fer, il faut 5000 ans, etc. Le plastique, mais le plastique c'est pareil. Le verre, il n'y a pas de problème, il va disparaître également. Il va disparaître parce que C'est liquéfie. Non, il se casse. Voilà, il se casse. Il va être roulé dans le lit d'une rivière. Regarde, quand on ne recoulait pas les bouteilles en verre, ce qu'on fait maintenant pour le recyclage, dans les années 60, on avait trouvé une méthode. On cassait les bouteilles qui étaient consignées, qui revenaient cassées. Plutôt que de les jeter, on les récupérait, on les brisait, on les roulait. Et on faisait des billes de verre avec. Tu vois, mais c'est comme c'était industriel, ça allait très très vite. Et c'est assez terrifiant. On a des chemins agricoles, on les a recouverts avec ça. Je veux dire, quand tu passes à vélo, t'as les chocottes parce que tu te dis que tu vas crever. C'est que du verre, mais pas du tout, parce que c'est bien roulé. C'est des billes de verre, ouais, qui sont moins. Des plages, tu trouves des fois des objets arrondis. Voilà, le verre va disparaître comme ça. J'ai un autre exemple, c'est en Bosnie-Herzégovine, les pyramides de Bosnie. On a du béton vieux de 42 000 ans, semble-t-il, et qui a été expertisé dans des laboratoires, y compris par un laboratoire français, qui ont mesuré ses qualités en compression, enfin toutes ses qualités techniques, en capacité d'absorption d'eau. Et en fait, c'est un béton bien plus compact que les bétons qu'on fait actuellement et qui avait une capacité d'absorption d'eau extrêmement faible, ce qui fait qu'il était, on va dire, insensible au gel. Comme nous, le béton vibré. Oui, c'est même un béton qui serait encore meilleur que nos bétons vibrés. Et on retrouve des plaques de béton sur la pyramide de Visoko qui font une quarantaine de centimètres d'épaisseur et qui sont, alors bien sûr à certains endroits c'est cassé, mais qui sont en état. Le béton est en état à certains endroits, on a même de l'enduit qui reste. Je veux dire quelque chose. Alors d'abord, c'est complètement faux. Je travaille avec chance avec les Bosniens depuis très longtemps, depuis tout ans. Je discute avec mes collègues qui connaissent très bien les Visoko, qui connaissent très bien la Bosnie. Il n'y a absolument aucune pyramide en Bosnie. Je vous le dis et je vous le confirme. Non, mais je vous le moi j'y étais sur place. Il n'y a pas de. Voilà. Et l'endroit où vous avez dit, vous êtes fait ce qu'on appelle artefact, c'est tout simplement parce que sur la colline de Visoko, à l'endroit où vous êtes et où il y a eu la pyramide, il y avait ce qu'on appelle un château médiéval. Oui, mais il y a des restes qui étaient restaurés. Et le problème, c'est que c'est aussi ça qui est au néolithique, et bien avant, et que malheureusement, ce fameux archéologue, et la pseudo-archéologue, est en train de détruire tout ce que les archéologues aussi, d'ailleurs, ont fait comme travail sur le site d'après. Justement, c'est ce que c'est. Voilà. Non, il travaille plus bas. Non, mais je vous le dis, je vous le confirme, que ce site-là n'est absolument pas archéologue. Il est ni l'un ni l'autre. Il est absolument ni l'un ni l'autre. Et ça, je vous confirme. Voilà, c'est que moi je dis, je parle souvent avec les archéologues. Vous êtes qui, madame, pour faire du debunking? Ah non, je fais absolument aucun débunking. Ah, je fais non. Non, par contre, ça serait plutôt monsieur qui fait du débunking. Il n'est absolument pas archéologue. Il n'a aucune formation. Le seul problème, c'est qu'en Bosnie, c'est un pays à cause de la guerre avec les
Balkans, qui est devenu très faible. C'était l'un des pays qui n'a jamais été financièrement isolé par l'Europe. Donc pour eux, ça a été une manne commerciale incroyable. Ça, il faut quand même bien le dire. Et ce monsieur Osmajani, sauvé pendant la guerre, est revenu après cette visite aux États-Unis, pas grand-chose. En Bosnie, ça représente énormément. Il a fait virer l'archéologue en place, il connaissait bien le sujet, simplement parce qu'il emmène de l'argent. Et ça, je le confirme. Là, oui, non, et je ne sais pas du tout, je vois bien aimé qu'il y ait une pyramide en Bosnie. Même si vous avez été marié avec vos amis. Chantal, comment Et alors, je l'appellerais même Chantal. c'est pas la centrale de l'autre repas ufologique? Ah oui, ah. Non, parce que Si, c'est moi-même. Je dirais qu'on pourrait, on pourrait avoir de grandes polémiques là-dessus. Enfin, moi j'ai été 3 fois. Et même 3 si vous y années avez été, si vous n'êtes pas du métier, allez voir les archéologues. Si vous allez en Bosnie, Alors, il y avait sur le chantier, la dernière année où j'ai été, qui était J'ai failli devenir géologue, j'ai fait le code, j'ai il y avait alors elle n'était pas encore archéologue, elle était en thèse, les archéologues de Bosnie. Ça vient de là. à quelle université de Sarajevo? Je sais pas, elle était... Non, parce que vous savez que ce monsieur a fait aussi et une université qui n'est pas du tout reconnue par l'État bosnien. Et elle a fait Comme il y en a qui se disent l'académie d'archéologie en Angleterre aussi, en Grande-Bretagne. Et le chantier était dirigé pendant plusieurs années par un archéologue australien. C'est de l'argent, Et moi, je sais pas, on pourrait avoir polémique. Non, mais c'est moi, C'est une imagination de Et à quoi, qu'est-ce que c'est la définition d'une pyramide? Comment la c'est quand même une c'est la police de Visoko et tout ce qui est dans Ah oui, comment les documents s'il vous plaît, madame? Eh ben tu vas Université de Bosnie, donc effectivement, mais officiel. Donc université, sinon je voudrais bien te présenter mes collègues, mais je pense pas qu'ils soient d'accord. Tu vois, c'est dans le cadre de mon travail. Voilà, donc non. Je peux vous assurer que ce que je dis, c'est Oui, mais je sais que beaucoup de gens disent ça. non, mais c'est pas une histoire de dire ce sont des... Moi, personnellement, j'ai été la première à être contente qu'il y ait une pyramide, même si c'est pas une homologue, parce que là, c'est chose fort, pour les mêmes raisons. Mais on sait qu'il y a des pyramides dans le monde entier. Il y a des petites pyramides Voilà, en Provence, Il y en aurait etc. toujours en Bosnie, hein? Pourquoi pas? Pourquoi il y en aurait pas? parce qu'il y en a pas raconter ces forcément. conneries? Alors déjà, je suis tout à fait d'accord pour dire, je dis pas que en général, quand je sais pas, je ferme ma gueule, pour être poli. Non, ce que je veux te dire, c'est que je sais pertinemment qu'il y a des pyramides partout, on a même en Chine, pour des raisons bien précises d'ailleurs, mais pas seulement, on a même eu en France. Voilà, aussi petite soit-elle. Comme celle de Falicon, par exemple. Exemple, même si c'était aussi pour des raisons. Donc moi j'aurais bien aimé qu'en Bosnie, effectivement, ce soit une véritable pyramide, parce qu'au moins il y aurait des explications pour certaines choses. Et là, Je suis du même avis que Chantal, ce ne sont pas des pyramides. Je suis persuadé que c'est des pyramides à cause de l'orientation particulière et à cause de Mais j'ai pas été sur place, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, bon, on sait les idées, on sait les opinions comme on peut. Mais pour moi, c'est pas des pyramides, c'est du relief karstique. régulier à ce point-là. mais bien sûr, sur des théâtres, mais bien sûr. C'est pas des reliefs karstiques. Vu comment c'est défini, c'est pas des reliefs karstiques. Et ça n'a Je rien donne dit. raison à Daniel Osnold. C'est pas une histoire de donner raison ou pas. C'est que soit il y a des. Là, il y a des faits. Les archéologues bosniens, hein, ils n'ont pas entendu ce monsieur. Pour faire de l'archéologie, ils connaissaient leur pays. Pas seulement d'ailleurs celui de la Bosnie, mais des personnes. Bon, si vous voulez, on va faire un cours de batterie. Quelqu'un a une trompette? On va s'arrêter là. Je vois pas trop l'intérêt parce que je sais pas. De toute façon, moi de ma place, quand il y en a un qui parle de là-bas, on ne l'entend pas. Donc là-dessus, ça sera une catastrophe pure. Hein. Donc ceux qui veulent rester continuent à parler entre eux, pas de soucis. Mais sinon, on s'arrête là.